Méga star du reggae, il essaie de perpétuer la tradition de cette musique. Donc l'Afrique se fait l'écho depuis maintenant de nombreuses années. Avec son dernier album, Braquage de pouvoir, Tiken Jah Fakoly est en tournée jusqu'en 2025. De la Suisse en Allemagne, en passant par l'Espagne, la France et bien de contrées lointaines. Il marque une pause en ce jour à Paris. Le temps de recevoir l'équipe d'ActuPeople.net pour une interview exclusive. Bonjour Tiken. Bonjour. Vous m'avez dit, vous avez fait hier de la Suisse à la France, près de 19 heures de route pratiquement. Oh, plutôt de l'Allemagne. De l'Allemagne? De Berlin à Paris, ouais. Wow. Oh, bon, on a joué, on a fini à... Puis on a décollé de Berlin à 2 h du matin. Et on était à Paris à 19 h le lendemain. Wow, 17 heures de route. Ouais. Ouais. Et ça, vous êtes parti comme ça pour jusqu'à 2025 pour de tels trajets? Oui. On est parti comme ça pour 2025 parce qu'il y aura plusieurs projets. Là, c'est la tournée de Braquage de pouvoir qu'on a commencé. Je suis actuellement en studio en train d'enregistrer 5 titres qu'on va ajouter encore sur Braquage de pouvoir. Okay. Et qu'on va appeler l'album de luxe. Donc ça va être ajouté sur les titres de Braquage. Donc on va ressortir tout en créant une autre actualité. Et puis fin avril, je serai à Abidjan pour enregistrer un album acoustique dans mon studio. Et donc cet album va sortir dans 1 an. Et donc voilà. Après la tournée de Braquage de pouvoir, la tournée de l'album de luxe Braquage de pouvoir, après la tournée acoustique. Et donc voilà. Avec les festivals qui vont venir s'ajouter. Ouais, les festivals d'été de 2023 et les festivals d'été de 2024 aussi. Tout ça, ça va nous trouver en tournée si on a la santé et la longue vie. Inch'Allah. Lorsqu'on vient d'Odiéné, qu'on fait autant de longs trajets, intérieurement, on se dit quoi? Ben, moi, je suis content, je suis heureux parce que je viens de très loin. Moi, je viens de loin. Je pense que beaucoup de jeunes Ivoiriens sont témoins de mon histoire. Voilà, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les étapes, coller les affiches de mes concerts, vendre mes cassettes, organiser mes premiers concerts. Et donc, j'ai fait toutes les étapes. Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui à Abidjan, que je ne pourrais citer ici, mais qui ont été témoins de mon parcours, hein, parce que je venais voir dans la rédaction. Notamment le grand frère Mam Camara. Le grand frère Mam Camara. C'était à ton visage. Il y avait Aristide Kenda, il y avait Amos Benao. C'est ça, à Soir Info. Sangaré du Patriote. Yacouba. Sangaré Yacouba. Donc, toutes ces années de la presse écrite, oui. Blesson Mathieu, qui était à top visage, malheureusement, qui n'est plus. Oui, qui est parti après à Bush. Voilà. Non, Blesson, il est toujours en vie. Ah, Blesson, pardon. Non, je parlais de Tepson Dro. Tepson Dro, oui. C'est ça qui a décidé. Vous me parlez de Blesson Mathieu, oui. C'est le tout premier journaliste qui a écrit sur ma carrière. Voilà. Belle plume. Ouais, la première personne qui a écrit sur moi, c'est Blesson Mathieu. Et c'était sur les instructions de Venance Kona. Voilà. Il devait être à Ivoire Soir, en fait. Il était à Ivoire Soir. Donc la première fois que j'ai lu un truc dans un journal, c'était Blesson Mathieu qui avait fait l'article. Et parce que c'est Venance Kona qui devait le faire, mais il a demandé à Blesson Mathieu de le faire. Comme ça se passe dans toutes les rédactions. Ouais. En tant que rédacteur en chef, il a désigné un journaliste pour cet article. Exactement. Et cet article, lorsque vous l'avez lu, je ne sais pas si vous vous souvenez des lignes qui avaient été posé dans le journal, mais il disait quoi? Il était en train de parler de votre premier album ou il parlait de votre parcours? Bon, ça parlait de mon parcours d'Odiéné à Abidjan déjà. Qu'est-ce que je faisais à Odiéné? Parce que moi, j'ai organisé des concerts déjà à Odiéné, sur le plan local, donc à Samatikila, à Tiémé, un peu partout. Donc ça parlait de ça. Et puis de mon envie de faire le reggae. Et puis de mon engagement un peu, puisque bon, à l'époque, au début, on n'était pas très engagé, mais bon, en tout cas, on en a abordé dans l'interview. Donc, ça parlait de tout ça. Et donc, en tout cas, on vient de très loin. Mais lorsque vous parlez d'engagement, outre la carrière musicale à travers laquelle vous êtes exprimé, vous étiez engagé au lycée à travers des associations. Votre engagement s'exprimait comment? Non, pas du tout. Je n'étais pas engagé au niveau du lycée ou du collège, voilà. Bon, en tout cas, parce que moi j'ai grandi dans un tout petit village. Déjà, j'étais à Odiéné.
Et puis, mon père m'avait prévenu, parce qu'il avait appris, comme il n'était pas allé à l'école, donc les bulletins, tout ça, les notes, il ne connaissait pas. Et donc il m'avait prévenu, il m'a dit, écoute, j'ai appris que tu n'étudies pas, que tous les jours tu vas danser. Alors, à la fin de l'année, si tu ne passes pas en classe supérieure, je vais t'emmener dans un endroit où tu ne pourras pas danser. Et donc, évidemment, comme je n'étudiais pas, l'année n'a pas marché. Et j'étais au CP2, je devais passer au CE1, je crois. Et mon père n'était pas content. Donc, il m'a envoyé dans son petit village qui s'appelle Béléban. Là-bas, il n'y avait pas d'électricité. On avait les torches la nuit pour sortir. Donc, pour moi qui venais de la ville, ça faisait un peu bizarre. Et puis bon, donc... moi j'allais dans les... Il y avait quelques soirées dansantes parce que mon père pensait que les gens ne dansaient pas là-bas. Il pensait qu'il n'y avait pas de soirées dansantes, donc j'allais là-bas et puis bon. Mais en tout cas, je vais beaucoup dans le mot pour l'agriculture aussi, puisque tous les week-ends, on allait au champ. On allait au champ, mon oncle nous amenait au champ, donc voilà, je pourrais dire que j'étais plutôt engagé un peu dans ça. Voilà, j'ai compris vite qu'il fallait cultiver pour pouvoir manger, etc. Et donc voilà, j'avais ça à cœur. Bien sûr, les études aussi, puisque c'était la condition que mon père avait posée pour pouvoir revenir dans la grande ville qui est Odiéné. Ok. Donc, il fallait que je bosse. Tout à fait. Voilà. Donc à Béléban, vous continuez d'aller à l'école? Béléban, j'allais à l'école. Jusqu'à quelle classe? J'ai fait toute l'école primaire à Béléban. Ok. C'est à partir du lycée que je suis venu à Odiéné. Voilà. Et lorsque vous arrivez au lycée d'Odiéné, vous restez jusqu'à quelle classe? Je suis resté jusqu'en 3e. Ok. Et puis bon, mon père décède. Et mon grand frère qui devait prendre la famille en charge s'est dit qu'il peut pas, il n'a pas les moyens puisqu'il était menuisier. Donc il fait une réunion de famille. Nous étions 5 garçons, donc 4 à l'école. Donc il a demandé à ce que un d'entre nous arrête l'école pour l'aider à nourrir la famille. Et comme moi, l'école c'était important pour moi, mais le plus important c'était la musique. Moi je voulais chanter. Et donc moi je me suis proposé d'arrêter l'école pour faire de la musique, pour pouvoir l'aider. Donc j'ai pas eu des gifles, on m'a pas giflé, mais c'était presque ça. Parce qu'ils ont dit, mais tu veux faire la musique, est-ce que la musique c'est du travail, c'est un travail, etc. Quand est-ce que tu vas gagner de l'argent pour m'aider? Donc la famille a préféré la famille a préféré plutôt me donner un peu d'argent. C'était l'équivalent de 50 000 francs. Ok. Pour que je fasse le commerce. Et donc j'achetais des œufs de poule à Odiéné, que j'allais vendre en Guinée, dans une ville qui s'appelle Cancan. Ok. Et donc de là-bas, j'allais acheter des marchandises à la frontière de Guinée-Sierra Leone, Guinée-Libéria, pour venir revendre à Odiéné. Donc j'ai fait presque 3 ans en tant que commerçant. Et donc voilà, quand j'avais des bénéfices, évidemment, comme ça a été convenu, j'ai aidé mon frère à nourrir la famille avec ça. Voilà, jusqu'à ce que je me rende compte que je suis en train de devenir commerçant. Donc il fallait que je trouve une solution, parce que moi je voulais être musicien. C'est ça. Enfin, je voulais chanter. Donc je me suis arrangé pour ne plus faire de bénéfices. Et donc mon frère s'est énervé, il a pris son argent et il m'a donné ma liberté de faire ce que je veux. Et donc voilà, c'est ainsi que je me suis engagé totalement dans la musique. Lorsqu'on vous donne cette liberté, est-ce que vous dites, est-ce que j'ai les armes de l'assumer, cette liberté? Parce que du moment où vous n'êtes plus sous la tutelle de votre frère, vous n'avez pas de commerce, où trouver de l'argent, comment faire? Même si vous aviez une passion qui vous talonnait, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire un mauvais choix? Non, parce que, en fait, quand je vous dis, je me suis arrangé pour ne pas que ça marche, voilà, mon frère jusqu'à aujourd'hui, peut-être quand j'en parle, c'est là qu'il sait que j'ai... Voilà, vous aviez fait exprès. Sinon, bon, c'était que ça ne marchait plus. Alors que moi, je voulais rester un peu à Odiéné pour pouvoir faire mes répétitions. Parce que quand les marchandises sortaient, il fallait que je parte tout de suite en Guinée pour aller vendre d'autres trucs, etc. Donc moi, je voulais rester. Et puis bon, donc, voilà, après mon frère, il a dit, viens, on va faire les comptes. Mais je sens que ça bouge plus, donc tu veux plus rien faire, d'accord, donne-moi mon argent, c'est comme ça que... Mais j'ai pas eu peur parce que, voilà, j'avais des amis qui étaient fans de la musique aussi, donc nous on avait envie de monter un groupe, on avait besoin de temps pour répéter, et avec moi, commerçant, c'était pas évident, et donc je n'avais pas peur du tout, on s'est débrouillé,
avec les potes, voilà, on organisait, on faisait les trucs, on organisait les concerts à Odiéné, à Tiémé, à Samatkila, voilà, même à Touba. Et donc on faisait des concerts un peu partout, dans le but de nous faire connaître et dans l'attente d'un producteur pour nous faire entrer en studio. C'est ça. Lorsque vous parlez là, il y a un thème qui se dégage, celui de la liberté du moins. Et pour vous, la liberté, elle doit s'acquérir à tout prix? Ouais, je pense que la liberté, elle doit s'acquérir à tout prix, puisque un homme qui n'est pas libre n'est pas lui-même. Voilà, n'est pas lui-même. Moi, j'aurais pu être commerçant, mais j'allais être enchaîné dans un truc que je voulais pas faire. Hein, et je vous assure que ça marchait, hein, parce qu'on m'a donné 50 000 francs, mais j'étais déjà dans les millions quand j'arrêtais. Ah ouais. Donc ça se passait bien, mais en fait mon frère il a vu il a compris, voilà. Votre passion était plus forte voilà, que ça. Il a vu que la passion de la musique était plus forte, et donc c'est comme ça qu'il m'a libéré, mais avec des petites punitions, puisque à la maison j'étais dans ce qu'on appelle chambre-salon. Et donc, après ça, on m'a mis dans un studio. On m'a dit que je ne méritais pas la chambre-salon. Donc, je répétais avec mes musiciens dans ce studio. On sortait les matelas la journée, l'après-midi, parce qu'on répétait à 16h. Donc, on sortait les matelas, on installait les batteries, etc. dans le studio. Et puis, on répétait. Et il y a tous les enfants du quartier qui venaient assister. Voilà. Donc, mon frère n'était pas content. Mais bon, puisque je ne dépendais plus de lui, je ne lui demandais plus de sous. Tout ce que j'attendais, c'était de manger à la maison. Et bon, j'avais ça. Donc voilà. Voilà un peu. Parfait. Avec cet orchestre sommaire, votre première grande scène, c'est à quelle occasion? Ma première grande scène, c'était le Rockin 93. Ok. C'était un concours organisé par une firme de cigarettes, dont je n'aimerais pas citer parce que je ne veux pas pousser les jeunes à fumer. Voilà. Et donc, ce concours a été organisé. Il y avait plusieurs groupes qui ont participé à ce concours. Mais nous, on a fini troisième en demi-finale. Okay. Voilà, on a été éliminé par les Woody, le groupe de rock. Avec Chris Bagnon, voilà, Jack Dely. Donc on a été éliminé. La demi-finale, c'était au Bronx, la salle de François Cognan à Trècheville. À Trècheville, ok. Donc c'est là qu'on a été éliminé. Puis, donc sinon, la grande scène, c'était au cours de ce concours à Boaké. Voilà, parce que nous, on a joué à Boaké, c'est là que j'ai joué pour la première fois. Il y avait un retour, parce que moi, je connaissais même pas les retours, puisque à Odiéné, pour moi, les pieds des micros, c'était les pieds des ventilateurs qu'on avait fabriqués. Wow. Tu vois, la batterie, on avait les cartons de cube magie ronds, là, qui étaient un peu ovales, enfin. C'est ça, oui. Voilà, donc nous, on avait fabriqué ça, c'est avec ça qu'on se débrouillait, on faisait nos répétitions, et puis là, on avait tout, quoi. Bon, après, on a eu un jeune Français qui nous a donné la possibilité de jouer avec une batterie, mais les retours, les sides et tout, jouer sur un bon son, s'entendre très bien dans un micro, dans une salle, bon, c'était à Boaké. Voilà, c'est là que... Lorsque vous partez d'Odiéné, vous venez concourir à Boaké, ensuite à Abidjan au Bronx, vous terminez troisième. À cet instant, vous dites quoi? Est-ce que vous dites là, je suis en train de faire chemin dans ma passion, ou vous dites, c'est un échec de plus? Écoutez, on était un peu déçus parce que on pensait que nous, on avait le droit à la victoire. Enfin, c'est nous qui devions gagner, puisque on avait trouvé que bon, les grands frères de Woody, ils étaient forts. Mais bon, voilà, on savait aussi qu'ils avaient des amis parmi les membres du jury. Hein, voilà. Ah ouais, il y avait un peu de copinage. Ah bon, Okay. Les membres du jury, ils regardent aujourd'hui l'émission, je ne vais pas les citer, mais bon, ils se connaissent. Hein, donc, voilà, la preuve, c'est que les Woody ont gagné, c'est allé nulle part malheureusement, puisque le trophée c'était un enregistrement à Londres. Et donc ils sont allés à Londres, je crois que ça s'est pas très bien passé. Je pense que bon, nous on était... voilà, je pense que si nous on allait à Londres, qu'on enregistrait, qu'on avait les featuring avec les Jamaïcains, des trucs comme ça, on allait forcément s'imposer. Mais cette défaite-là, en demi-finale, ça m'a pas découragé du tout. Ça m'a pas découragé. D'ailleurs, c'est au cours de cette demi-finale que j'ai été découvert par un producteur qui m'a fait rentrer en studio. Super. Voilà, il s'appelait Ismaël Diaby. C'est lui qui chantait Pétrole mouillé dans l'orchestre université. C'est ça. Malheureusement, il est Père son âme, le grand frère Ismaël Diaby que j'ai connu personnellement. Donc c'est lui qui m'a vu sur scène. Et puis après le concert, il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, je te fais rentrer en studio. Donc
On est rentré en studio, il n'avait pas assez de budget. Mais nous, on était heureux. C'était au studio Nefertiti au plateau. Ouais. Et donc, d'ailleurs, je rappelle qu'on a enregistré en 2 jours. On a fait les instruments pendant une journée. Et puis le lendemain, quand on est revenu, le grand frère a dit, bon, écoute, on n'a pas assez de budget, il faut tout faire, tu vas chanter toutes les chansons aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à chanter, pratiquement toute l'après-midi jusqu'au lendemain. Et puis bon, voilà, c'est comme ça qu'on a fait. On a fait cet album en 2 ou 3 jours, pas plus. Et voilà, mais bon, j'étais très heureux puisque pour moi, à cette époque-là, un studio d'enregistrement, c'était un rêve de rentrer en studio. Le fait déjà d'entrer en studio, c'était déjà un pas en avant. C'était un pas en avant. Et puis bon, en ce moment, il y avait une seule ou 2 radios en Côte d'Ivoire. Donc c'était, voilà, pour moi, j'attendais l'opportunité d'être connu. Malheureusement, je n'ai pas été connu grâce à ce premier album. Parce que l'album est sorti, j'ai fait Tempo, et puis il faut gagner est décédé 2 ou 3 jours après, je crois. Ah, ouais. Donc, deuil national, 3 jours, 3 mois de deuil national. Donc, pour un artiste qui venait de sortir, il n'y avait pas de promo, donc c'était pas évident. Donc, c'est comme ça que cet album est passé inaperçu. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que les choses ont démarré. Et c'est à quel moment vous retournez à nouveau en studio? Je retourne en studio en 94. Okay. En 94. Ok. Parce que Ismaël m'a produit en 93 et Oufou Bagné moi en 93. Donc je rentre en studio en 94, je fais un autre album qui s'appelait Missiri. Et je pense que c'est le premier clip que les Ivoiriens ont vu et qui rigolait. Ouais, Missiri là. Et tout à fait. Et voilà, ouais, Missiri là et là. Et ça faisait rigoler les gens, je pense. Mais bon, c'était. Moi, j'étais en train de leur dire non, il ne faut pas rigoler, j'arrive. Mais à travers Missiri, qu'est-ce que vous disiez pour ceux qui ne connaissent pas? Non, c'était l'appel à la prière. Amen. Tu sais, mon oncle était muezzin. C'est ça. Mon oncle était muezzin et donc voilà, moi je me suis rappelé de... Mais c'était quelque part une prière divine que vous adressiez à Dieu. C'était une manière aussi d'interpeller Dieu dans votre carrière. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, j'étais très, voilà, je dirais pas que j'étais à fond dans la religion, mais j'ai une éducation de musulman, tout ça. Et donc, voilà, j'ai été inspiré en tout cas par mon grand-oncle qui s'appelait Moritier Doumbia et qui était muezzin de la mosquée de Bouléban. Ok. À l'époque. Et Missiri tout de même met un peu de lumière sur vous? Oui, Missiri met un peu de lumière. Je passe à la télé une fois. Je passe à la télé une fois et puis bon, le problème c'est que les commerçants, enfin le grossiste me disait que mes albums ne sortent pas. Et donc moi j'ai dû les prendre. J'allais prendre les cassettes à Jat Music ou à l'époque Alpha Blondy Production aussi. Il y a un moment où mon producteur a signé là-bas avec eux. Ok. Et moi j'allais prendre les cassettes à 1000 francs et j'allais vendre à 1250 à Korogo, à Odjene, à Bundiali, à Daloa, à Boaké, etc. Et il y a des témoins, Koné Dodo du Palais de la Culture, c'est le directeur de faculté de Alpha Blondy Production. Et d'ailleurs, je me souviens quand je venais prendre les cassettes, un jour il a demandé à me voir, il m'a dit, mais c'est quel artiste là? Mais je ne comprends pas. Il m'a dit que j'étais une espèce rare. Un artiste qui a tellement de courage. Voilà. Qui vient prendre ses propres albums pour les vendre. Donc j'allais vendre à 1250. Donc moi j'avais 250 et le grossiste il le vendait à 1500. Donc j'ai fait ça avec Missiri, avec d'abord Djeli, le premier. Okay. J'ai fait avec Missiri. Les 2 albums, je les ai auto-distribués presque. On pouvait les avoir chez le distributeur à Abidjan. Mais c'est moi qui m'occupais de déposer dans les magasins à Daloa, à Boaké, à Odjene, à Korogo, à Bundiali, un peu partout. Voilà, j'avais les cassettes dans le sac. Mais c'était pas à perdre ça parce que le transport pour vous rallier toutes ces villes, vos séjours dans ces villes, alors que vous n'avez que 250 francs sur une cassette vendue, est-ce que c'était pas à perte? Bon, moi, c'était pas l'argent que je voyais. Tout à fait. Moi, je voulais être connu. C'était de promouvoir votre image, voilà. Promouvoir votre musique. J'avais du mal à passer à la télé et tout ça. Et donc, on me connaissait pas, puisque moi, je viens de Djéné, donc j'avais pas de relation à Abidjan, j'avais pas de manager. Et donc, moi, j'avais envie de me faire connaître. Donc, d'ailleurs, quand j'allais vendre les cassettes, je ne revenais pas avec l'argent, puisque je faisais ce qu'on appelle dépôt-vente.
C'est-à-dire que j'allais déposer mes cassettes. C'est ça. Et puis je demandais au gars, au commerçant, je dis, mais vous voulez que je passe quand? Puis le gars me dit, bon, écoute, vous savez que vous n'êtes pas connu, donc passez dans 2 mois. Donc moi j'attendais patiemment et je passais dans 2 mois, évidemment. Dans 2 mois, je trouvais qu'il y a quelques cassettes qui ont été achetées. Et puis je récupérais l'argent. Donc c'était pas vraiment pour faire du business, c'était pour faire de la promotion. Et la détonation vient avec Manger Crassi. Manger Crassi en 80. En fait, j'étais un peu découragé en ce moment après les deux. Ouais. Après Missiri et Djeli. Après Missiri, voilà, je me disais c'était pas la solution. Voilà, moi je peux pas chanter, les vendre, faire le manager, faire tout le temps. Donc je suis retourné à Odiéné. Et puis c'est là qu'il y a eu la première bataille des politiciens après la mort de Houphouët-Boigny. Et donc moi j'étais à Odiéné. C'est cette année-là d'ailleurs que j'ai commencé à m'intéresser aux journaux, à lire les journaux, à écouter les radios, l'actualité à la radio, sur les radios internationales ou même les radios du pays. C'est ça. Et c'est là que voilà, je me rends compte de toutes ces manipulations des hommes politiques voilà, qui, à mon avis, voulaient mélanger le pays pour accéder au pouvoir. Ça, c'était ça. Et puis bon, c'est là que j'ai écrit Manger Crassi. C'est là qu'il y a eu aussi des casses, je crois. Cet album, il sort en quelle année déjà? L'album sort en 96. 96. Et à cette période-là déjà, vous dites qu'il y a une guerre de positionnement au niveau des successeurs d'Houphouët-Boigny? Ah oui, oui. Ah oui. Houphouët, il n'a pas été clair. Donc quand on n'est pas clair, c'est comme ça. Hein. Il n'a pas été clair. Mais cela se manifestait comment? Parce que quand vous dites qu'il n'a pas été clair, il avait dit selon l'article 11, lorsqu'il décidait celui qui allait prendre sa place, c'était le président de l'Assemblée nationale, c'est ce qui était dans la Constitution. Oui, oui. Donc on se disait de facto, c'est le président Henri Konan Bédié qui allait diriger jusqu'aux prochaines élections. De toute façon, Houphouët-Boigny, il avait dit depuis les années 70, il avait dit, ça y est, dans le livre de Samba Diarra, voilà, avant de mourir, il sera un Akan au pouvoir.